Salut à tous. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, la première vidéo de la chaîne où je vais tenter de vous captiver. Aujourd'hui, on va parler du striatum. Pour faire très simple, étant donné que je suis pas un expert du tout, c'est une partie de notre cerveau qui, vous le verrez, est plutôt spéciale. Je vous explique pourquoi. Cette partie de notre organe est impliquée dans la motivation alimentaire et sexuelle et la gestion de la douleur. En gros, il régit nos principales envies. Mais avez-vous porté attention au mot qui donne tout l'intérêt à cet organe? La motivation. C'est un mot qu'on entend de plus en plus, tant qu'à force, il perd tout son sens. On le voit souvent dans des contenus courts sur nos pourtours Instagram ou TikTok ou encore YouTube Short. Pour qu'on soit sûr de parler de la même chose, on va le définir. La motivation, selon le petit Robert, c'est ce qui nous pousse à un acte, à un comportement. C'est ce qui nous pousse à agir. Mais en réalité, la vraie motivation, d'où vient-elle? D'une idée? D'un constat? D'une passion? D'une addiction? Aujourd'hui, on va tenter d'élargir le spectre de nos réponses et de vous partager une hypothèse, celle que la motivation vient essentiellement de notre système de récompense. Pour faire très simple et très schématique, le système de récompense, c'est l'ensemble des substances psychoactives qui libèrent de la dopamine, qui s'activent dans différentes zones de notre cerveau. Cette libération de dopamine procure un afflux de plaisir, et la présence de cette substance va demander au cerveau de continuer à en consommer, donc de répéter les actions qui en produisent. Notre striatum, donc, dont on va parler, est en réalité un organe codé pour récompenser les comportements considérés comme favorables à la survie. Il est littéralement l'agent bonheur et l'agent récompense. C'est lui qui, lorsque vous avez raison, envoie cette petite décharge de dopamine. C'est lui qui rend le sexe intéressant d'un point de vue chimique, et c'est aussi lui qui vous pousse à jouer à Clash Royale. Et c'est même lui qui vous pousse à manger le plus possible au buffet à volonté. Pour faire simple, notre striatum s'active lorsqu'il décèle un comportement propice à la survie, et envoie un savant mélange de produits associés au bonheur et à un sentiment agréable. Et cela en particulier face à 5 piliers. Ce sont les actions qui sont le plus récompensées par notre héros du jour, le striatum. Acquérir un maximum de pouvoir, faire un minimum d'efforts et glaner un maximum d'informations sur notre environnement, manger, se reproduire. Et ce système de fonctionnement est effectif depuis les premiers animaux qui ont vu le jour dans les océans de l'ère précambrienne il y a près d'1 milliard d'années, jusqu'à nos chefs d'entreprise multimilliardaires aux milliers d'employés. Alors me direz-vous, un système hérité de nos plus vieux ancêtres, qui nous a permis d'évoluer dans la bonne direction. Nous, petits macaques sans poils, pourquoi cela poserait-il un quelconque problème? La question est légitime. Un organe qui nous permettrait d'optimiser la reproduction, le fait de manger plus, de mieux connaître notre environnement et d'économiser notre énergie semble parfait pour survivre dans un environnement hostile. Et puis, avec l'émergence de ce gène et ses avantages comparatifs sur ce qu'il ne possède pas, sa présence est renforcée. Si bien qu'aujourd'hui, vous, moi et même lui, avons tous un système de récompense très pointu qui sait nous délivrer les doses de bonheur que nous recherchons tant. Vous avez peut-être noté dans mes précédentes phrases la répétition du champ lexical du meilleur. Plus, évolution, optimisation, économiser, mieux. C'est donc un organe de l'optimisation, en accord parfait avec notre devise olympique, plus vite, plus haut, plus fort. Cependant, nos styles de vie ont bien changé depuis la préhistoire, là où ces comportements étaient réellement bénéfiques. Nous voilà arrivés au cœur du problème. Nous vivons dans un monde plus qu'évolué, dans un monde où la grande majorité de la Terre n'a jamais été aussi plaisante à vivre. On peut prendre le taux de pauvreté par exemple. Il est passé de près de 40% en 1990 à environ 8,5% en 2019. Si bien, si vite, que notre cortex cérébral, et en particulier notre striatum, n'a pas eu le temps d'évoluer et de prendre en compte ce nouveau contexte. Mais il garde les mêmes préoccupations dans un monde qui n'a plus du tout les mêmes enjeux. Nous voilà arrivés au cœur du problème. Pour nous sentir dominants, nous sommes prêts à faire beaucoup d'efforts. Et nous ne nous préoccupons pas de savoir si cela aura un impact négatif à terme sur le monde dans lequel nous vivons. Au moment où nous achetons une grosse voiture polluante, ou un téléphone portable qui l'est tout autant, nous ne nous demandons pas si dans 20, 30 ou 40 ans, cela se traduira par de moins bonnes conditions de vie pour les générations futures. La seule chose que nous retenons, c'est que ça fait du bien. Nous vivons une bouffée d'euphorie, et notre cerveau se reconfigure pour nous faire sentir ce que c'est que d'être plus haut que les autres. Car ça aussi c'est un paramètre plus qu'important à prendre en compte. Notre cerveau comprend qu'il faut se comparer pour pouvoir battre les autres. L'individu cherche avant tout à se mettre en avant, auprès des gens qui lui ressemblent, les siens, pour pouvoir briller dans leurs yeux, pouvant ainsi se reproduire, mieux manger, glaner plus d'informations facilement, le faisant ainsi grimper dans la hiérarchie. Une petite aparté intéressante pour se rendre compte du problème serait de voir comment les hackers du striatum réagissent. Les seigneurs de la tech et les boîtes modernes, telles que Instagram, Facebook et d'autres, ont compris comment stimuler notre système de récompense et créer du paraître ainsi qu'une addiction de doses de dopamine délivrées à notre cerveau. On cherche toujours à avoir plus de followers, à posséder toujours plus, à se comparer, non plus au groupe, mais maintenant à l'incomparable. Les réseaux sociaux donnant un sentiment de proximité erroné. Lors d'une interview pour la promotion de l'iPad, un journaliste posa la question à Steve Jobs, quels usages en avaient ses enfants? Ce dernier répondit simplement aucun, parfaitement conscient des troubles que laissent ces outils dans la vie de ses utilisateurs. De plus que nos réseaux sociaux sont eux aussi de grands pollueurs, mais ils permettent d'allier l'utile à l'agréable.
permettant de renvoyer aux autres une image de nous puissants, permettant la libération d'endorphines, du striatum, faisant miroiter aux autres un semblant de réussite, nous donnant des infos sur notre monde, libérant tout autant de dopamine, tout cela en faisant le moins d'efforts possible. Les réseaux sociaux nous permettent même de recevoir un semblant de succès sexuel, que ce soit par une foule d'images pratiquement pornographiques que l'on trouve en libre-service, ou bien par le simple fait que bon nombre de relations débutent par un simple DM. On comprend alors que nos besoins ont été réduits à un hack de nos systèmes de récompense, passant dorénavant par notre téléphone et les applications l'implémentant. Je pense que vous commencez à comprendre là où je veux en venir. Si nos actes sont récompensés, et on a vu par quels moyens, comment alors faire émerger un monde sain ? Si notre recherche du bonheur, qui semble être la quête ultime de l'humanité, passe par le fait de manger, de faire le moins d'efforts possible, d'avoir la reconnaissance sociale la plus élevée et de se reproduire, dans un monde où nous sommes déjà plus de 8 milliards d'habitants, qui, on le sait, consomment plus que ce que la planète peut offrir, étant donc tous déficitaires, créant une dette qui devra être un jour assumée par certains d'entre nous, en gros les générations futures. Dans un monde où les symboles de richesse sont plus que jamais mis en avant, le smartphone dernier cri, la belle voiture, une belle femme à son bras, très peu pour nous de nous contenter. D'ailleurs, pourquoi se contenter ? Pourquoi faire lorsqu'on peut consommer ? Et cela se comprend. Nos sociétés ne se basent-elles pas sur l'innovation et les libertés individuelles ? Mais alors, je vous pose la question, comment contenir le striatum des hommes qui détruit la planète ? Avant de répondre à notre interrogation, je vais vous lire un passage du livre Le Bug Humain de Sébastien Boller, qui m'a motivé à produire cette vidéo, et qui je trouve est assez perturbant tant il est réaliste. S'il fallait brosser un portrait robot de l'être humain du XXIe siècle dans une large partie du monde industrialisé, ce serait celui d'un individu en surpoids, se déplaçant peu, travaillant de moins en moins, se distrayant par des jeux vidéo sans se lever de son siège, se gavant d'informations sur les écrans, faisant une forte consommation de pornographie virtuelle et vérifiant si toutes les 10 minutes, l'image qu'il souhaite renvoyer au monde par des moyens de télécommunication numérique est aussi avantageuse qu'il le souhaiterait. Mais alors que faire selon vous pour pallier entre réalisme, survie et bonheur ? Je vous pose la question. Si d'instinct, nous avions du mal à nous contrôler, ou si notre instinct buguait. Un effort éducatif sur les prochaines générations peut-être, mais alors que faire de la nôtre et de celle de nos parents ? Passer des lois de plus en plus strictes, ce qui, comme l'histoire nous l'a montré, ne se fait jamais sans casser d'eux. C'est une drôle de façon de s'exprimer pour parler de vie humaine, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors je vous repose la question, que faire ? Si le souci est la ligne directrice de notre cerveau, alors pourquoi ne pas changer cette dernière ? Au lieu de récompenser des comportements dépensiers en argent, en CO2, si la nouvelle mode était à la sobriété, au simple, à l'écolo, au conscient. La recherche de l'homme du toujours plus vite, plus fort, plus bon est une quête sans fin, qui est bien plus néfaste que positive. Mais alors, comment reprogrammer les codes de nos cerveaux ? Et surtout, comment changer la façon de penser le monde ? Comme dit plus tôt dans la vidéo, on ajuste nos comportements en fonction de la vision du groupe et on cherche à lui correspondre, à y briller. Mais alors, il faut reconfigurer la société. En faire une où l'on brillerait par notre conscience de nous-mêmes et de la situation globale. Mettre la sobriété au goût du jour est sans doute un des grands défis de demain.